De retour sur le plateau de cette édition spéciale, Madame, Monsieur, si vous venez de nous rejoindre, nous continuons de parler de la guerre au Moyen-Orient dans le cadre de notre couverture spéciale. On continue depuis les premières minutes du déclenchement de cette guerre. Quelques informations à vous donner avant de poursuivre le débat, mesdames et messieurs. Quartiers entiers auraient été dévastés. Conséquence des frappes iraniennes sur la région d'Arad, dans le sud des territoires palestiniens occupés. Selon des sources israéliennes, l'on parle également de 20 immeubles détruits. Le bilan afficherait pour l'instant 64 blessés. D'autre part, l'AIEA déclare qu'il n'y a pas de dégâts au niveau du réacteur de Dimona, à la suite également d'une frappe iranienne ayant ciblé ce site nucléaire dans les territoires palestiniens occupés. Nous allons essayer de commenter cette information avec vous après Akram Khraïef. Mais pour l'heure, Leslie Varenne, j'aimerais revenir sur une note que vous avez rédigée récemment et qui suggère que cette guerre va à l'encontre de toutes les promesses électorales du président américain Donald Trump. Vous détaillez dans votre publication les raisons. Pourquoi a-t-il donc tout simplement déclenché cette guerre et le plus important encore, pourquoi la poursuit-il, selon vous? Alors pourquoi il l'a déclenché? Ce ne sont que des spéculations, parce que pour l'instant, on ne sait pas. L'explication la plus logique, c'est que les Israéliens lui ont fourni un scénario idyllique. L'Iran est fragilisé par les manifestations de janvier. Il suffit de quelques bombes décapitées. Quelques têtes et notamment tuer le guide et l'Iran va tomber comme un fruit mûr. Je pense qu'il a eu envie d'acheter cette histoire parce qu'il avait fait quelques jours avant le Venezuela et qu'il pensait qu'il pouvait avoir un succès. C'est l'explication la plus logique. Est-ce que c'est les Israéliens, Leslie Varenne, pardon, ou c'est son entourage proche qui est proche d'Israël? C'est son entourage. Mais oui, mais on sait que Jared Kushner, que Vitkov sont très proches des Israéliens. Donc, de toute façon, l'entourage de Donald Trump est proche des Israéliens. Bon, il est aussi proche de Netanyahou. Donc, on sait très bien quelles relations ils peuvent avoir. Donc, moi, je pense que c'est le scénario le plus logique, mais encore une fois, est-ce qu'on est dans la logique? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce qu'il y avait des affaires financières derrière? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent dans cette affaire. Ça, je ne sais pas, mais l'explication la plus logique, c'est celle-ci. Après, bon, il y a beaucoup d'autres choses qui circulent, mais c'est l'explication que donne un peu tout le monde, quoi. Maintenant, pourquoi la poursuit-il? Je crois qu'il est très embêté. Parce qu'il y a des volontés, parfois on a l'impression qu'il a la volonté de l'arrêter, mais il ne peut pas l'arrêter sur un échec. Donc c'est toujours le qui tout double, et plus il va de l'avant, et plus ça va être difficile, et plus l'échec va être grand, donc plus il va devoir continuer. Et je pense que c'est pour ces raisons-là qu'il ne l'arrête pas aujourd'hui. Et ce qui se passe aux États-Unis là actuellement, c'est une grande fracturation de tout son électorat MAGA. Et là, la résiliation, la démission de Joe Kent, c'est un coup dur. C'est un coup dur pour MAGA. Il est en train de perdre tout son électorat. Dans l'ensemble, la guerre n'est pas populaire aux États-Unis, mais dans l'électorat MAGA, c'est carrément un point de non-retour parce qu'ils l'ont porté, ils l'ont élu parce que c'était le président qui promettait qu'il n'y aurait plus d'intervention. Donc là, cette intervention, c'est un casus belli. Merci. Est-il à ce point naïf, selon vous, Leslie Varenne, Donald Trump, pour qu'on puisse le tromper, entre parenthèses, à ce point? Naïf, non. Je ne pense pas. Inculte, oui. Mais naïf, non. Donc, est-ce qu'il n'avait pas les données pour comprendre? Oui. Et, la CIA fournit bien des rapports de renseignements que l'on peut imaginer précis sur
vous avez vu, je ne sais pas, je pense que vous avez vu l'audition de Tulsi Gabbard, qui est la directrice des renseignements. Vous avez vu comment elle était gênée, comment elle a dit, sans dire, il n'y avait pas de menace nucléaire, elle a passé la patate chaude à Trump en disant c'est le président qui décide en dernier ressort. Donc, voilà, tout ça est très confus quand même, parce que même entre eux, il n'y a pas une parole. Ils se recoupent pas entre eux, entre Rubio, Pete Hegseth, Trump, ils disent des choses différentes. Enfin, c'est un peu un grand désordre quand même. Oui, c'est le chaos. C'est le chaos au sein de l'administration américaine, du moins sur ce dossier, le dossier de la guerre au Moyen-Orient et ces opérations militaires déclenchées contre l'Iran. Akram Khaliev, je le disais donc, allez, revenons à Natanz, en Iran, qui a été la cible d'attaque aujourd'hui, vous le savez bien. Natanz, c'est bien entendu la ville qui abrite le plus important site nucléaire, site d'envergure. L'Iran a riposté en frappant Dimona dans le territoire palestinien occupé. Là aussi, il s'agit de la ville qui abrite le plus important site nucléaire côté sioniste, avec à la clé 51 blessés officiellement dans le dernier bilan communiqué. Quel est l'objectif, selon vous, de cette manœuvre de part et d'autre? J'entends, d'après vous, étant donné qu'elle intervient assez tard dans l'escalade menée par les États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran, comment doit-on l'interpréter? Bon, on est dans une configuration très claire de la part de Téhéran depuis le début de cette guerre, qui est la totale symétrie en termes de frappe. Et donc, à chaque fois, ils utilisent des cibles de contre-valeur. À chaque fois que Israël frappe un objectif précis ou différent sur le sol iranien, le même objectif, le même type d'objectif est ciblé et détruit sur le sol des territoires occupés. On a eu le cas, par exemple, et ça a été très très bien compris d'ailleurs par les États-Unis, on a eu le cas de la station de désalinisation qui a été frappée en Iran. On a eu tout de suite une réplique sur celle de Bahreïn, donc ça a arrêté cette escalade-là. On a eu des frappes contre des installations gazières iraniennes. On a eu une réplique de suite sur les installations gazières dans le golfe arabo-persique. Et là, on a eu, surtout hier, un missile qui a été tiré à 300 mètres de la centrale nucléaire de Bushehr. Et aujourd'hui, une attaque contre le site d'enrichissement d'uranium à Natanz. On a eu tout de suite, du côté iranien, une cible de contre-valeur qui est la ville de Arad. La ville de Arad abrite une grande communauté scientifique liée à la centrale nucléaire de Dimona. Donc, en faisant ça, ils sont en train d'effrayer la communauté nucléaire israélienne. Donc, on est véritablement dans une cible à contre-valeur et on n'est pas dans l'escalade. Dans le cas de l'Iran, on est dans la réplique à chaque fois. Coup pour coup. Tout à fait. On se rend coup pour coup et ce type de réplique, justement, prévient l'escalade, en théorie. Très bien, merci Akram Khaliev. Zaki Guverchin, escalade autour du détroit d'Ormuz, parlons-en encore. Elle se poursuit. Il s'agit d'un épisode que le monde entier redoutait depuis de longues années, dans le cas, bien entendu, du déclenchement d'une guerre dans cette région du monde. L'effet sur l'énergie est implacable aujourd'hui. Environ 20 pays européens se sont dit prêts, je cite, à sécuriser ou à contribuer à la sécurisation d'Ormuz au moment où l'entité sioniste continue de frapper des installations énergétiques iraniennes. Est-ce que l'Europe, nous l'avons évoqué avec Madame Mansour tantôt, est-ce que l'Europe va perdre gros sur le plan économique? Encore une fois, comment résoudre ce dilemme face aux entreprises, aux ménages, aux opérateurs économiques et également face à la pression populaire? Il ne faut pas l'oublier quant aux conséquences économiques des choix politiques européens, notamment dans certains pays qui font face actuellement à des échéances électorales. Des choix, il faut le souligner, qui sont très souvent très alignés aux intérêts des politiques américaines.
Absolument. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui est et sera la principale perdante, puisqu'elle est dépendante pour sa sécurité des États-Unis, pour son approvisionnement énergétique du Moyen-Orient, et pas seulement, puisqu'elle est également dépendante avec la partie agroalimentaire, la partie... enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels l'Europe est très, très, très vulnérable sur ces différents points. En ce qui concerne l'impact sur le marché européen lui-même, on a vu immédiatement que certains pays sont allés vers des blocages des loyers, des subventions certainement vont être allouées soit aux agriculteurs, soit dans le domaine énergétique. Mais il se trouve que l'Union européenne, beaucoup de pays sont actuellement énormément endettés, donc n'ont pas vraiment de marge de manœuvre. Et la hausse du coût de l'énergie va avoir un impact très important sur les marges des entreprises. Et les marges des entreprises, le pouvoir d'achat des ménages. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, vous avez à forte vraiment raison parler de l'impact social et politique. Oui. Il y a des élections demain, notamment en France, et on peut voir que l'électorat, en fait, puisque l'électorat est touché au porte-monnaie, va avoir les responsables de ce qui se passe. Et donc, électoralement, tous ceux qui sont alignés sur la position, on va dire sioniste, généralement, vont être vus comme des faiseurs de crise économique. Donc, il y aura certainement, déjà l'effet du génocide à Gaza, il y avait eu déjà un impact très important, mais dans la continuité, je pense qu'il y a une prise de conscience après tout l'impact économique qui va avoir lieu, qui sera assez puissant. Il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qu'on pensait beaucoup plus puissants en Europe financièrement, et on se rend compte qu'au bout du compte, ils seront impactés de manière presque aussi importante, notamment les fermetures d'usines, Oui. etc. Mais le gros problème, autre problème, c'est la recomposition de l'approvisionnement en énergie, parce que aujourd'hui, Détroit d'Ormuz est bloqué, et on sait que même si les choses rentrent dans l'ordre, ça peut prendre plusieurs mois pour que le trafic reprenne un cours normal. Ça veut D'autant dire plus 3 à que 6 mois. Hormuz n'est plus l'unique ou seul passage maritime menacé. L'on parle du blocage par les Iraniens, peut-être à partir d'opérations militaires de Bab el-Mandeb également. Absolument. Et c'est là où justement 3 à 6 mois, ça nous amène assez loin. Et surtout, ça nous amène pour la période agricole, pour la période approvisionnement en énergie, notamment des grands groupes industriels, mais également des ménages. Donc on a vraiment un problème, il y aura vraiment un problème au niveau européen. Et je pense que les différents gouvernements qui étaient alignés sur la position, notamment des États-Unis, sur le conflit au Moyen-Orient et sur la politique vis-à-vis de la Palestine, il y aura certainement une remise en question. Mais sur la partie économique, il y a également la partie monétaire, je pense, qui est très importante, puisque les banques centrales européennes, la Banque centrale européenne a pris déjà quelques mesures, mais si ces mesures s'accélèrent, si le financement se tarit, ça veut dire le secteur de la construction, énormément de secteurs qui vont être impactés, mais également le secteur de la défense, qui n'est pas très puissant, comme vous savez, en Europe, mais il y avait l'idée du réarmement qui était lancée depuis quelques temps. Tout ça risque d'être fragilisé. Et surtout, également, comme j'avais dit dans la première intervention, il y aura également, je pense, une remise en cause des alliances économiques et stratégiques avec les États-Unis, notamment. Mais ça demande un très grand changement au niveau de la Commission européenne, qui, pour l'instant, est toujours totalement alignée et qui n'est pas en mesure aujourd'hui de modifier les choses. Sur le plan économique, l'autre sujet important, tout à l'heure on a parlé des approvisionnements, mais toute la production industrielle européenne est basée sur les importations de matières premières, d'intrants. La Chine est très très importante également, puisque
l'approvisionnement est très fort vis-à-vis de la Chine. Les matières premières... On va parler de la Chine tout à l'heure, Zeki Gouverchine. Permettez-moi de vous interrompre. On va parler de la Chine. Autre information. Oui, on va parler de la Chine avant d'aller voir Madame Mansour. Des sources israéliennes rapportent qu'au moins 1300 secouristes sont déployés dans la région d'Arad, où les dégâts semblent être très importants ce soir, à la suite d'une frappe iranienne d'un missile tiré sur cette région qui, comme l'a souligné Akram Khreyev, abrite une importante communauté scientifique liée au site nucléaire de Dimona. Layel Mansour, pardon. Alors, la guerre en Iran accroît le risque d'un choc sur le marché obligataire. Vous en savez quelque chose. C'est le Financial Times qui le dit aujourd'hui. Layel Mansour. L'on dit également que les marchés commencent à prendre en compte les hausses potentielles de la Fédérale Réserve américaine. Les actions chutent et les rendements obligataires augmentent car les investisseurs tout simplement cherchent des placements sécurisés. Il n'y a pas plus sécurisé que les bons du Trésor et les obligations américaines. Si l'on traduit tout cela dans un langage qui met en avant les conséquences de ces développements sur l'économie mondiale, qu'est-ce que ça donnerait, Layel Mansour? Oui, bonsoir. Donc ici, on parle du marché des obligataires, c'est le bond market. Ouais. Donc quand on parle du bond market, là aussi, on parle des rendements du bond market ou bien des obligataires. Rendement, c'est plus précisément les anticipations futures du taux d'intérêt, anticipation des risques et anticipation de l'inflation. Et comme vous l'avez dit, on anticipe une augmentation du taux d'intérêt de la Fed. Même si, surtout qu'il faut savoir quelque chose, quand on parle de choc d'offres obligataires. Ici, c'est un changement brutal, soit dans les prix, soit dans les rendements. Pourquoi je parle de changement brutal? Parce que juste avant la guerre, donc il n'y a même pas 25 jours, on s'attendait à des anticipations vers la baisse des taux d'intérêt de la Fed, et même 2 fois en 2026. Alors que là, en moins que 25 jours, on va s'attendre à une augmentation, donc il y a un changement de 180 degrés. On anticipe une augmentation du taux d'intérêt de la Fed au lieu que ce soit la baisse. C'est pour ça qu'on parle d'un choc d'offres obligataires. Donc, ce qui va se passer, c'est que puisqu'on anticipe une augmentation future, les valeurs d'obligations aujourd'hui vont baisser. Et là, on appelle le bond sell-off, c'est-à-dire que les investisseurs, ils veulent vendre les obligations d'aujourd'hui pour acheter d'autres qui ont un meilleur rendement. C'est ça. Quand on a une grande quantité ou bien un grand nombre de ventes, c'est ce qu'on appelle aussi choc. Ça pourrait faire de choc de liquidité si on n'a pas assez d'acheteurs. Mais aussi, il faut savoir que ça pourrait arriver, ça pourrait même résulter à un choc systémique parce que quand on parle de bond market ou bien de marché obligataire, on parle de quoi? On parle des investisseurs géants, on parle du gouvernement, on parle du système bancaire. On s'attend à un resserrement des crédits. Donc ça, c'est un choc qui est ça va s'étaler un peu. C'est pour ça qu'on parle de choc d'offres d'obligations. Tout ça, c'est lié au taux d'intérêt. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais dit que le taux d'intérêt et les anticipations, c'est peut-être la variable, le facteur le plus important. Et à la base de tout ça, c'est la guerre, c'est l'augmentation des prix d'énergie. Donc, c'est ce qu'on attend dans les anticipations au niveau économique et financier. Et aussi, il faut dire que même si on a ce type de choc, il faut s'attendre que le cours du dollar, le DXY, il va augmenter parce que le dollar, c'est une devise de refuge, surtout dans les cas de géopolitique. Voilà. Merci Layel Mansour. L'aviation américaine, une info qui nous parvient en ce moment, aurait frappé en ce moment même le gouvernorat de Slimania en Iran. Autre information importante qui vient de tomber sur le front libanais. Le Hezbollah annonce ce soir poursuivre sa riposte sur des engins, des regroupements de soldats sionistes dans le sud du pays. Je poursuis avec vous, Madame Varenne, parlons un peu d'économie avec vous. Alors, selon Bloomberg, et les États-Unis vont permettre la vente, une info qui a été relayée par toutes les agences ce soir, la vente de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens. Oui, je dis bien iraniens, pour faire
baisser la pression sur les cours du brut. Là encore, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la logique américaine dans cette décision d'après vous? Ça rejoint, la logique, elle rejoint de ce que vient de dire Mme Mansour, Ouais. c'est-à-dire que pendant toute la campagne électorale de Donald Trump, il a parlé du prix de l'essence, il a parlé d'un dollar plus faible puisqu'il voulait réindustrialiser. Et donc là, il se retrouve avec un dollar fort, avec une essence forte. Et donc, pour essayer de jouer un peu sur les cours du pétrole, il lève les... Et c'est ça qui est un peu drôle dans ce moment tragique, c'est qu'il lève les sanctions sur le pétrole iranien. Les Iraniens ont immédiatement balayé ça d'un revers de main en disant qu'ils n'avaient pas plus de pétrole à mettre sur le marché. Mais il lève les sanctions pour que le cours du pétrole descende un peu, de la même manière qu'il a levé les sanctions sur le pétrole russe. Donc on est dans un monde complètement à front renversé, où on voit bien, encore une fois, que les États-Unis n'avaient pas préparé, contrairement aux Iraniens, qui avancent coup après coup et qui avancent dans une... on a l'impression qu'ils déroulent leur stratégie. Les Américains sont pris chaque fois en réaction, et donc pour faire baisser le cours du pétrole, qu'est-ce qu'on peut faire? On lève les sanctions sur le pétrole iranien, ce qui est quand même assez cocasse au vu de la situation. Assez cocasse. On lève les sanctions sur le pétrole russe. On essaie du coup de jouer là-dessus. Il y a même parfois qu'on se demande pourquoi Trump dit ça va être une guerre courte et puis après ça va être une guerre longue. Tout ça, c'est aussi, on voit que les marchés réagissent à chaque déclaration. Alors, le pétrole monte un peu, le pétrole descend un peu à chaque déclaration de Donald Trump. Donc, je pense que c'est il a essayé de jouer là-dessus. Ça n'a pas marché parce que les Iraniens lui ont dit non. Merci Madame Varenne. Akram Khraïef, les autorités sionistes de la ville d'Arad annoncent l'évacuation de près de 150 familles de la zone d'impact, je le rappelle, donc à la suite d'une frappe iranienne sur cette zone. Parlons, Akram Khraïef, toujours de Donald Trump, qui a annoncé aujourd'hui que la guerre pourrait durer 6 semaines. Entre 4 et 6 semaines, a-t-il dit plus précisément. Quel est votre avis? Sa marge de manœuvre sur le plan militaire, celui du renseignement, c'est le plus important pour ce qui reste de ce conflit. Est-ce qu'il maîtrise réellement les enjeux à la fois militaires, géopolitiques, le timing et également la stratégie, Donald Trump? Non, lui, Madame Varenne le disait tout à l'heure, il y a clairement un problème de quotient intellectuel en ce qui concerne le président Donald Trump. Il faut aussi se rappeler d'une chose très très importante. Juste avant la fin de l'année passée, il y a eu un énorme remaniement à l'intérieur de l'armée américaine. Énormément de commandants ont été remplacés, donc de généraux, majors, etc., ont été remplacés. Et c'est un état-major neuf, obéissant, politiquement aligné sur Donald Trump et pas encore politiquement fort pour pouvoir se permettre de contredire le président qui aujourd'hui est en train de subir cette guerre. On a aussi cette impression que l'armée américaine est en train d'évoluer, mais vraiment de toucher l'Iran avec des pincettes. Hein. On voit que le porte-avions, le premier porte-avions s'est caché derrière les montagnes de Oman. On a un second porte-avions qui rentre à Chypre pour réparation. Ouais. On parle d'une évacuation de l'ensemble de la flotte de l'US Air Force de Jordanie et d'Israël qui va être redéployée aujourd'hui plutôt en Grèce et probablement en Turquie. Donc, on est sur des mesures très, très, très prudentes de la part de l'armée américaine. On veut minimiser, non pas les coûts, mais le coût humain. Hein. Ils ont très peur donc des conséquences d'avions qui seraient abattus, de pilotes capturés, mais aussi d'une quelconque attaque iranienne contre les bases qui sont accessibles. Et malheureusement pour les États-Unis, l'Iran est en train de prouver qu'ils ont la capacité de frapper
de manière indiscriminée les cibles américaines dans toute la région et même au-delà de la région. Et donc, ça commence réellement à se compliquer pour l'armée américaine. Pour ce qui est du renseignement, la CIA est une agence très, très compétente qui s'appuie sur des renseignements de terrain, mais aussi une masse énorme de renseignements électroniques qu'elle consolide, qu'elle traite, etc. Et qu'elle transmet au patron, qui est Donald Trump, parce que là, il agit plus en patron instinctif qu'en président américain. Donc, je doute fort que la CIA ait pu convaincre Donald Trump vraiment de modérer ses plans. Je ne pense pas que cette estimation faite par Donald Trump d'une poursuite de la guerre sur encore 6 semaines soit quelque chose de réaliste. Il ne maîtrise pas le temps. L'initiative, aujourd'hui, on le voit depuis 3-4 jours, on est dans l'accroissement du nombre de frappes du côté iranien, et donc on a une initiative qui est gardée par Téhéran de manière vraiment jalouse. Donc aujourd'hui, s'il y a un côté qui peut décider de la fin de la guerre, je pense que ce sont les Iraniens. Merci Akram Khraïef. Il est temps pour nous, mesdames et messieurs, de marquer une deuxième pause avant de revenir au débat sur Al 24 News.